la plupart des amis de l'IREMO pensent que l'IREMO, c'est le Proche-Moyen-Orient. Et éventuellement l'Afrique du Nord. Mais pas la Méditerranée, qui est pourtant dans son titre, bien clairement. Ce qui fait qu'on a toujours du mal, on le sait, dès lors qu'une conférence, une rencontre porte sur la rive nord de la Méditerranée, où il se passe pourtant, Renaud va nous le montrer, des choses intéressantes, les unes réjouissantes, les autres moins. Donc Renaud est rédacteur en chef adjoint au Monde diplomatique. Avant, il a travaillé à Là-bas si j'y suis, avec Daniel Mermet, du temps où c'était encore à la radio, enfin à la radio à France Inter. Il a fait, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de l'inviter, une série de reportages sur la Grèce, sur l'Espagne, sur la Grande-Bretagne. Il en revient en plus, donc il pourra nous raconter des petits secrets sur le Brexit ou non-Brexit. Et donc il a un peu une vue transversale sur cette nouvelle gauche qui s'exprime un peu partout. Parce que quand on parle de l'évolution du paysage politique en Europe, et en Europe du Sud aussi, on parle le plus souvent des phénomènes de bascule vers la droite d'une partie de l'électorat, y compris de l'électorat populaire. On a ce phénomène en France, mais pas seulement. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ce serait trop long, mais disons qu'on a une quinzaine de pays dans lesquels l'extrême droite frôle ou dépasse les 10%, dont des pays où elle atteint, comme on l'a vu, 20, 30, voire en Autriche dimanche dernier, presque 50%. Il y a aussi tous ces partis europhobes qui se sont développés, comme l'UKIP en Grande-Bretagne, comme l'AfD en Allemagne, etc., etc. Bref, on a toute une partie du paysage politique qui est dominé par la bascule à droite ou à l'extrême droite d'une partie de l'électorat. Mais souvent, on oublie qu'il y a d'autres phénomènes dans le paysage politique européen, et notamment en Europe du Sud, qui sont la naissance et le développement de gauches nouvelles à certains égards, ou de gauches nouvelles à l'intérieur des gauches anciennes, comme en Grande-Bretagne. Bref, on a des phénomènes qui méritent aussi d'être pris en compte, et c'est la raison pour laquelle on se retrouve ici, avec la règle du jeu que vous connaissez, c'est-à-dire Renaud a 20 à 30 minutes pour présenter sa vision de ce dossier, et ensuite on pourra discuter à bâton rompu avec lui. Voilà, ben c'est à toi. Parfait. Est-ce que j'ai besoin du micro? Est-ce que vous m'entendez? Pour l'enregistrement, d'accord. Bon. Alors, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'essuyer les plâtres avec vous. Donc, à nouveau, mes excuses pour le cafouillage lié à l'adresse. J'avais fait une réunion qui me semblait avoir eu lieu hier, mais en fait, elle a eu lieu il y a un peu plus longtemps dans l'autre local. Voilà. Alors, la mission qui m'a été confiée, c'est effectivement d'évoquer une région du monde dont on parle peut-être moins à l'IREMO, mais d'en évoquer principalement certaines forces politiques et des forces politiques ancrées à gauche. Mon point de vue, je ne cacherai pas, est le point de vue d'une personne qui a un a priori plutôt bienveillant à l'égard de nouvelles formes de gauche. C'est un peu le parti pris de mon exposé. On pourra en discuter les présupposés par la suite si vous le souhaitez. Alors, ces forces politiques, ce sont celles que l'on a appris à décrire comme des forces de gauche radicales, principalement dans les médias. Il s'agit donc de Syriza en Grèce, de Podemos en Espagne, mais également, on l'a dit de façon peut-être un peu plus surprenante pour l'IREMO, de l'élection de Jeremy Corbyn à la tête du Parti travailliste au Royaume-Uni. Alors, gauche radicale, l'étiquette a été associée au parti Syriza principalement parce qu'il entendait renégocier le fardeau de la dette grecque,
Sur le plan des politiques sociales, l'une des mesures les plus audacieuses envisagées par Syriza, par le candidat Alexis Tsipras, victorieux lors des élections de 2015, consistait à augmenter de quelques points de pourcentage le salaire minimum en Grèce. Et lire le programme politique de Syriza lors de la campagne qui a conduit Tsipras au pouvoir, c'était, à mon sens, avant tout observer un formidable virage à droite, depuis l'époque où l'un des dirigeants du Parti socialiste grec, le mouvement socialiste panhellénique, le PASOK, Andreas Papandréou, père du Premier ministre qui s'est rendu célèbre lors de sa rencontre avec Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, Georges Papandréou. Donc le père de ce monsieur expliquait dans les colonnes du Monde diplomatique, en 1977, je le cite, « Le conflit décisif, la forme dominante de la lutte des classes à notre époque, est le conflit entre les centres métropolitains et la périphérie, le conflit entre l'impérialisme et les forces de libération nationale. Le changement viendra historiquement du Sud, c'est pour cela que nous prenons position contre l'adhésion à la CEE. » Le contexte était différent, mais il me semble que la forme, le sens du propos, les termes utilisés n'auraient pas pu être imaginés dans la bouche d'Alexis Tsipras. D'ailleurs, lorsqu'il a pris la plume pour écrire dans les colonnes du Monde diplomatique, son ton était très différent. Radicaux également, Podemos et Jérémy Corbyn le seraient également, tout d'abord parce qu'ils n'ont pas manqué de signifier leur soutien avec Alexis Tsipras en Grèce, mais il me semble qu'il faut bien préciser que Pablo Iglesias, le dirigeant de Podemos, n'est pas Lénine. Le programme de son parti frappe, là encore, par la timidité des propositions, relance productive, progressivité des impôts. Bon. De son côté, Jérémy Corbyn a toujours incarné l'aile la plus à gauche du Parti travailliste, avec des positions très courageuses, parce que très minoritaires au sein de son parti, sur des questions liées à la politique étrangère. Mais il apparaît comme radical que dans la mesure où il réoriente le Parti travailliste vers une ligne social-démocrate qui elle-même freine avec la frénésie néolibérale du New Labour, l'évolution du parti incarnée par Tony Blair d'abord, puis Gordon Brown. Ouais. Tout comme celui de Pablo Iglesias, le programme de Jérémy Corbyn, c'est-à-dire celui qu'il défend à l'heure actuelle pour le mettre en œuvre si jamais il était élu, se trouve très à la droite du programme de François Mitterrand lorsqu'il a été élu en France en 1981. Donc, entre radicalité et modération, la question ne me semble pas tout à fait tranchée. Et c'est un peu la première question que je voudrais poser pour débuter mon propos. Est-ce que l'étiquette de radicalité associée à ces formations nous parle de ces formations ou bien du contexte politique dans lequel nous évoluons? Et vous vous en doutez, si je pose la question, c'est parce que mon sentiment, c'est qu'il faudrait y répondre en suggérant qu'il nous parle davantage du contexte. Mais pour l'expliciter, je vous propose un petit détour par l'histoire et un petit détour par l'Allemagne. En 1951, l'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne, croule sous les dettes. Évidemment, ça vous rappellera peut-être la situation de divers pays européens. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Dans un courrier adressé aux créanciers de l'Allemagne, de la République fédérale d'Allemagne, en 1951, le chancelier Konrad Adenauer, les créanciers à l'époque sont les Américains, les Britanniques et les Français. Il leur adresse un courrier dans lequel il leur explique que son pays ne pourra pas faire face à ses dettes. Il les invite, je le cite, à prendre en compte la situation de son pays, notamment, je cite toujours, le fait que la charge de la dette s'accroît et que son économie se contracte. Autrement dit, que le fait d'essayer de repayer la dette a un effet d'étranglement de l'économie qui proportionnellement accroît le poids de l'économie par rapport à la situation du pays. Là encore, c'est une situation qui nous rappelle celle de la Grèce. 1951 s'ouvre une conférence internationale organisée par les créanciers de l'Allemagne, de la République fédérale d'Allemagne. Conférence visant à alléger le fardeau de la dette. Elle débouche 2 ans plus tard sur un accord dont la générosité ne peut que nous surprendre. L'accord prévoit une réduction de minimum 50% des montants empruntés par l'Allemagne entre les 2 guerres, un moratoire de 5 ans pour le remboursement des dettes, c'est-à-dire qu'aucun remboursement n'est exigé pendant cette période de 5 ans,
un report sine die des dettes de guerre qui auraient pu être réclamées à Bonn. Ce qui conduit Éric Toussaint, que vous connaissez peut-être, qui est l'un des fondateurs du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui le conduit donc à estimer que la réduction des dettes de l'Allemagne n'est pas de 50%, mais de 90%. Bonn est autorisé à rembourser dans sa propre monnaie, ce qui n'est pas le cas d'Athènes. Et une limite est accordée par les créanciers de Bonn au service de la dette, c'est-à-dire au montant que l'on consacre au remboursement de cette dette. Ces plafonds sont fixés à 5% de la valeur des exportations. C'est assez intéressant pour un pays, puisque cela veut dire que si jamais son commerce ne fonctionne pas bien, s'il ne vend pas bien, s'il ne reçoit pas de devises, de richesses de l'extérieur, eh bien automatiquement les sommes allouées à la dette sont réduites. Donc 5% du montant des exportations, avec un taux d'intérêt fixé au maximum à 5%. J'ai des accords plutôt généreux. Mais ils vont plus loin. Les créanciers fournissent à la production germanique les débouchés dont elle a besoin. Pour s'assurer que les exportations soient assez importantes, eh bien, les créanciers disent « Très bien, nous allons vous acheter votre production ». Et pour s'assurer que ces débouchés soient vraiment très importants, ils renoncent eux-mêmes à vendre sur le territoire allemand une partie de leurs propres produits. Alors évidemment, on a envie de faire un flash forward, une rapide accélération vers la situation en 2015. La dette grecque dépasse les 300 milliards d'euros. Elle a bondi de l'équivalent de 50% de la production de richesse annuelle en 2009 à plus de 180% aujourd'hui. Lorsqu'ils avaient imaginé la potion imposée au pays, les diafoirus de la Troïka avaient promis que la production de richesse, qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, la quantité de richesse produite par le pays en une année, subirait un contre-coup d'environ 3,5%. Leur potion a amputé cette production de richesse d'un quart, plus de 25%. Dans son édition du 14 février 2015, l'hebdomadaire The Economist, que vous connaissez peut-être, qui n'est pas caractérisé par un penchant radicalement bolchevique, qui est plutôt l'un des partisans des logiques libérales, le magazine se mettait en quête d'un exemple pour comparer la catastrophe économique qu'avait connue la Grèce. Il a cherché, il n'en a trouvé qu'un, la Libye, déchirée par la guerre après la chute de Kadhafi. Même la France, après le premier conflit mondial, n'avait pas subi un tel désastre, un tel chaos économique. À ce stade, le seul remboursement des intérêts de la dette, c'est-à-dire ce que vous devez pour pouvoir avoir le droit à cette dette, mais qui n'ampute pas ce qu'on appelle le principal, ce que vous devez rembourser, donc le seul remboursement des intérêts de la dette, plus de 10 milliards d'euros par an, représente 5% du PIB. Une situation qui a conduit, y compris le Financial Times, là encore, un quotidien plutôt libéral, le quotidien des marchés britanniques, à s'interroger sur cette situation. Et le 27 janvier 2015, évoquant le fardeau de la dette d'Athènes, la Gazette de la City, le Financial Times, sortait de ses gonds. Rembourser cette dette, expliquait le quotidien, je cite, requerrait de la Grèce qu'elle fonctionne comme une économie esclave. Une métaphore que les lecteurs réguliers du Financial Times n'ont pas l'habitude de trouver dans les colonnes du journal. C'est pour cette raison que depuis plusieurs années, avant même l'arrivée d'Alexis Tsipras au pouvoir, lorsqu'il a pris la plume dans les colonnes du Monde diplomatique, Syriza, le parti, Tsipras, son représentant, demande une conférence internationale sur la dette grecque, un peu de la même façon que les créanciers de la République fédérale d'Allemagne en avaient organisé une en 1951. Mais Bruxelles et Berlin, en tête, sans que Paris ne proteste trop, refusent. La question c'est pourquoi ? Il me semble qu'on peut trouver des éléments de réponse dans une tribune publiée sur le site d'information de Bloomberg, vous savez, ce producteur d'informations de marché. Une tribune que l'on doit à l'éditorialiste Léonid Berchitsky. Je le cite. Il a expliqué en janvier 2015 « L'Allemagne méritait qu'on allège sa dette, pas la Grèce. L'Allemagne méritait
qu'on allège sa dette. Pardon. Alors je cite le raisonnement. Je cite d'un bloc. L'une des raisons pour lesquelles l'Allemagne de l'Ouest a bénéficié d'une réduction de sa dette, c'est que la République fédérale devait devenir un rempart de premier rang dans la lutte contre le communisme. Les gouvernements ouest-allemands qui bénéficièrent de ces mesures étaient résolument anti-marxistes. Je cite toujours. À l'heure actuelle, c'est un parti d'extrême gauche, Syriza, qui souhaite participer à une telle conférence. La comparaison ne tient donc pas. La conférence de 1953, il se trompe, la conférence a lieu en 1951, mais les résultats débouchent en 1953. La conférence de 1953 avait des objectifs bien plus nobles que ceux de Syriza. Et l'Allemagne de l'Ouest promettait de mettre la générosité de ses créanciers à meilleur usage que ne le projette Syriza. Fin de citation. Alors, que nous enseigne cette analyse d'une étonnante sincérité ? Tout d'abord, qu'au-delà des questions de principe avancées par les uns et les autres, la question de la dette est avant tout idéologique. Au début des années 50, la menace communiste suffit à convaincre les créanciers de la RFA de faire un effort. En 2015, le scénario est différent. Mais la menace n'est plus marxiste, nous l'avons vu. Les propositions de Syriza convainquent jusque dans les rangs du Financial Times, où Wolfgang Müncher, un éditorialiste régulier, estime que Syriza proposait la seule solution crédible aux difficultés de l'Europe. La menace n'est plus marxiste, elle n'est pas communiste, mais pour Berlin et Bruxelles, c'est déjà trop. D'où, il me semble, la nature trompeuse, dans le contexte politique actuel, de la dichotomie radicale et modérée. Toutes les formations dont nous avons parlé, dont nous allons parler, se caractérisent, j'insiste peut-être un peu lourdement, par leur modération. Elles n'en sont pas moins radicalement en rupture avec la logique de la construction européenne. L'Union souhaite voir diminuer le salaire minimum. Syriza avait pour ambition de le relever. L'Union entend allonger sans cesse la période de cotisation ouvrant les droits à la retraite. Podemos souhaite la raccourcir. L'Union organise, à travers des directives comme celle des salariés détachés, organise la guerre entre les salariés, la concurrence entre les salariés, la victoire du moins-disant social européen. Syriza, Podemos, Corbyn défendent les syndicats et les outils sur lesquels ils peuvent encore compter pour se battre. La radicalité dont il est donc question ici, c'est l'ambition de ne pas accepter l'idée selon laquelle l'Europe que nous connaissons serait la seule Europe possible. Alors évidemment, je n'ignore pas que depuis l'accord signé le 13 juillet 2015 entre Athènes et ce qu'on appelle ses partenaires, et je mettrai une série de guillemets au terme de partenaires, l'idée qu'il serait possible d'inviter l'Europe à modifier ses politiques a subi certaines déconvenues. J'y reviendrai naturellement. Mais dans un premier temps, ou avant d'y revenir, je vous propose de dire quelques mots sur ce qui me semble être les raisons, ou certaines des raisons, de l'essor de ces forces moins radicales qu'anti-austéritaires. Et je commencerai par Syriza et Podemos pour évoquer Corbyn dans un second temps. Première raison de cet essor, Dominique, tu me dis si je suis trop long. Première raison de cet essor, l'échec des politiques mises en œuvre depuis des années sur le vieux continent. Un échec directement associé aux formations liées à l'internationale socialiste, le Parti socialiste ouvrier en Espagne et le mouvement panhellénique PASOK en Grèce. Cet échec, il faut bien comprendre que si on le mesure aussi en France, on le mesure particulièrement lorsqu'on voit la situation dans laquelle se trouve le pays, dans des pays comme la Grèce, on le mesure avec d'autres indicateurs. Le taux de suicide, par exemple, en Grèce, a bondi de 35% entre 2013 et 2015. 35% d'augmentation du taux de suicide. Inexistant ou presque, il y a 7 ans, avant la crise financière, Syriza et Podemos ont réussi à briser un bipartisme dont chacun perçoit qu'il organise ou qu'il organisait l'alternance entre le même et le pire. En Grèce, cette prouesse, briser le bipartisme, a relégué le PASOK, le Parti socialiste local, au rang de force politique d'appoint à l'heure actuelle. En Espagne, Podemos n'avait que quelques milliers de voix de retard sur le PSOE, le Parti socialiste espagnol, lors des élections du 20 décembre. Et le bipartisme est dans une telle crise que le pays se dirige vers une nouvelle élection, puisque les institutions ne sont pas capables de gérer cette situation d'affaiblissement du bipartisme. Élections qui auront lieu le 26 juin, dont on ne sait pas si elles permettront d'obtenir une majorité pour un nouveau gouvernement.
Avec un accord entre Podemos et Izquierda Unida. Tout à fait. Qui peut leur permettre qui pourrait leur permettre. Pour l'instant, à titre personnel, pour l'instant, je ne suis pas très confiant. Deuxième élément qu'il faut prendre en compte pour expliquer l'essor de ces forces, une grande différence par rapport à la France, qu'a évoqué tout à l'heure Dominique, l'absence ou la faiblesse d'une extrême droite qui représenterait une menace, au moins rhétorique, pour la gauche. En Grèce, par exemple, l'extrême droite s'incarne avant tout dans Aube dorée, un parti qui affiche haut et fort ses inspirations nazies. Dans un pays qui se souvient encore de l'occupation allemande, où caricaturer Angela Merkel ou le ministre de l'économie allemand Wolfgang Schäuble en officier nazi représente encore un bon moyen de les discréditer, une large frange de l'opinion résiste aux sirènes fascistes. En Espagne, l'extrême droite nationaliste se trouve formellement intégrée au Parti populaire, le parti conservateur, au pouvoir. Difficile donc pour elle de produire un discours anti-système semblable à celui du Front National qui n'a jamais gouverné que dans quelques municipalités. Autre explication de l'émergence de ce phénomène, de ces forces sociales anti-austéritaires, c'est sans doute le niveau de corruption qui a été atteint dans les deux pays dont je parle, la Grèce et l'Espagne. Alors évidemment, parler de la corruption dans ces pays ne signifie pas qu'on ne la connaît pas en France. On la connaît très bien, mais on la connaît encore davantage dans ces pays. En Grèce, l'un des derniers épisodes de corruption politique concerne l'élection présidentielle de 2015. En décembre 2014, une ancienne vedette de la télévision, devenue députée du parti souverainiste de droite, les Grecs indépendants, ANEL, a affirmé s'être vue offrir 3 millions d'euros en échange de son vote pour le candidat de la coalition au pouvoir. Il a filmé la scène, puis a diffusé des images sur Internet, et ça a été, si vous voulez, la cerise sur le gâteau, et ça a ajouté au discrédit de cette classe politique. Mais la justice a refusé d'engager des poursuites, prétextant que les preuves avaient été recueillies de façon illégale. Le Premier ministre de l'époque, Samaras, a même déposé plainte pour diffamation. En Espagne, les scandales liés à la corruption s'affichent en une de la presse. On parle de versements par des entreprises de salaires complémentaires au cadre des partis, de cartes de crédit dont disposeraient des dirigeants politiques, des dirigeants syndicalistes, de pots de vin obtenus en échange de contrats publics. Et la liste s'allonge, notamment dans le camp du Parti populaire, mais pas uniquement, y compris chez certains membres d'Izquierda Unida. Les hauts fonctionnaires poursuivis par des enquêtes de justice pour des questions de fraude il y en aurait au moins 2000, pour un coût total estimé à environ 40 milliards d'euros. Et la réaction des deux grands partis à cette explosion des phénomènes de corruption, ou plutôt de cette explosion de la médiatisation des phénomènes de corruption, médiatisation qui découle elle-même de l'effort de Podemos pour la mettre à l'ordre du jour, effort couronné de succès puisqu'c'est devenu une question politique, la réaction des deux grands partis, ça a été de s'entendre pour, je cite, limiter la responsabilité pénale aux personnes individuelles qui reçoivent des donations illégales, alors que ces donations participent parfois au financement des partis politiques. Alors, confronté à un tel degré de corruption, Pablo Iglesias, ce dirigeant de Podemos, explique à ce degré, on ne peut plus parler d'un épiphénomène, mais que la corruption devient structurelle, c'est-à-dire qu'elle est ancrée dans les modalités de fonctionnement du système politique, système qu'entend précisément changer Podemos à travers une modification de la Constitution. J'en passe maintenant à ce qui distingue Syriza et Podemos, l'une des distinctions, et elle concerne leur stratégie. Syriza apparaît en 2004 comme une coalition de partis de gauche et d'extrême gauche fondée à l'époque. D'emblée, le spectre politique est assez large. 13 partis se rassemblent avec des indépendants, des sociodémocrates, des écologistes, des communistes pro-européens et des eurosceptiques. Cette stratégie de coalition, c'est précisément celle qu'a longtemps récusée Podemos jusqu'à l'accord que tu évoquais il y a un instant. La formation de Pablo Iglesias refuse en effet l'idée de ce qu'il moque comme une soupe de sigles, renvoyant les électeurs aux vieilles formations, parfois impliquées elles-mêmes dans des scandales de corruption. Et
la plateforme politique, si vous voulez, le programme politique que défend Podemos est assez similaire à celui d'une formation comme Izquierda Unida, elle-même issue du Parti communiste. Or, Izquierda Unida n'a jamais rencontré le succès électoral de Podemos. Ce qui conduit à s'interroger sur ce qui les oppose. Et il me semble que la forme, la conception du combat politique est radicalement différente chez Podemos. Podemos provient assez largement du mouvement des indignés, mouvement d'occupation des places apparu à partir du 15 mai 2011. Je précise que ce mouvement ne s'est jamais appelé mouvement des indignés. C'était un mouvement qui se nommait mouvement d'occupation des places, mais que les médias, notamment El País, a trouvé très intéressant d'apporter cette étiquette d'indigné, sachant qu'en général, les médias préfèrent la morale à la politique et l'indignation à la colère. Mais Podemos s'inscrit dans la continuité du mouvement du 15 mai, donc mouvement des places, mais en lui apportant une modification. Le constat a été fait par Podemos que ce mouvement horizontaliste s'enterrait dans une forme de routine, que la spontanéité ne pouvait pas suffire. Le constat a été fait que quelques mois après les immenses rassemblements qu'on a observés en Espagne, lors des élections de novembre 2011, ce sont les dirigeants du Parti conservateur qui ont remporté les élections, alors même que 80% de la population se disait en accord avec les propositions défendues sur les places. Mais les gens avaient continué à voter comme d'habitude, puisque les candidats étaient les mêmes que d'habitude. Après cette défaite, et puis la fatigue aidant, le mouvement du 15 mai s'est étiolé, s'est désagrégé, s'est recomposé autour d'associations diverses contre les expulsions, contre la casse de la santé, de l'école. Et ce qui a conduit les dirigeants de Podemos à formuler une double hypothèse. Et si, parmi les gens qui sympathisaient avec le mouvement du 15e, certains souhaitaient toujours être représentés, n'estimaient pas que la seule solution était une démocratie directe qui faisait qu'on devait aller à la place de la République, par exemple, tous les jours pour être un vrai citoyen. Et si le passage par l'État représentait une condition sine qua non, dans le contexte actuel, de la transformation sociale. Podemos combine donc des éléments associés au mouvement du 15e, l'importance liée à la transparence, les références à une forme de démocratie plus participative, le principe du financement lui-même participatif, et des modes de délibération collectifs, mais il s'en distingue également par différents aspects. Lors du premier congrès du parti, en octobre 2014, on oublie, tant Podemos fait partie du paysage politique à l'heure actuelle que le parti n'a été fondé qu'en octobre 2014, deux motions s'opposaient. La première, celle de Pablo Iglesias, le dirigeant actuel, défendait l'idée d'accroître l'organisation, la structure, le huilage de l'organisation. Une autre, défendue par Pablo Echenique, qui est un dirigeant handicapé que l'on voit sur un fauteuil roulant, vous l'avez peut-être vu aux informations, défendait, lui, Pablo Echenique, une décentralisation plus importante, l'horizontalité, la souplesse. C'est la motion de Pablo Iglesias qui l'a remportée assez largement. Et Echenique convient lui-même que finalement cette évolution était nécessaire. Il est passé à Paris en décembre 2014 et il a expliqué, je le cite, « Le mouvement du 15e a péché par excès d'idéalisme. Il s'est refusé à utiliser les armes de l'ennemi pour mener la bataille. Alors c'était très éthique. Ça faisait qu'on se sentait bien au chaud chez soi, mais ça signifiait qu'on perdait la bataille. Pendant qu'on discutait, 2 millions d'immigrés ont été virés, le chômage a augmenté et des gens ont été expulsés de chez eux. Il fallait donc trouver un équilibre entre pragmatisme radical et idéalisme inutile. Sinon, tout ce qu'on disait ne servait à rien. » Podemos formule également une critique explicite des modes de fonctionnement de la gauche espagnole, qu'on pourrait appeler la gauche ancienne, pour reprendre la terminologie de Podemos. Pour les dirigeants du parti, cette gauche, pour les dirigeants de Podemos, donc, cette gauche ancienne pêche par des analyses absconses, des références obscures, un vocabulaire codé. Or, explique Iglesias, je le cite, « Les gens ne votent pas pour quelqu'un parce qu'ils s'identifient à son idéologie, à sa culture, à ses valeurs, mais parce qu'ils sont d'accord avec lui.
La première tâche que s'est donc fixée Podemos a été de traduire, ils insistent sur ce mot, traduire le discours traditionnel de la gauche à partir d'axes discursifs capables d'emporter l'adhésion la plus large. Les questions de démocratie, de souveraineté, de droits sociaux. Concrètement, explique l'un des membres de Podemos, Jorge Lago, nous ne parlons pas de capitalisme. Nous défendons l'idée de démocratie économique. Alors évidemment, cette façon de transformer, de traduire le discours s'est heurtée à des critiques de la part d'une grande partie de la gauche. Pourquoi utiliser par exemple le terme de peuple et pas celui de prolétariat? Cette question a été formulée, a été posée à maintes reprises à Pablo Iglesias, et voici l'une des réponses qu'il a formulées, je le cite encore. Lorsque le mouvement du 15M, donc le mouvement qu'on a appelé le mouvement des indignés, lorsque le mouvement du 15M a débuté, des étudiants de ma faculté, il est prof, des étudiants de ma faculté, des étudiants très politisés, qui avaient lu Marx, qui avaient lu Lénine, ont pour la première fois participé à des assemblées avec des gens normaux. Et ils se sont vite arrachés les cheveux. « Mais ils ne comprennent rien !» hurlait-il. « Tu es un ouvrier, même si tu ne le sais pas !» Les gens les regardaient comme des extraterrestres et mes étudiants rentraient chez eux dépités. Iglesias continue. « Voici ce que l'ennemi attend de nous. Que nous employions des mots que personne ne comprend, que nous restions minoritaires à l'abri de nos symboles traditionnels. Il sait bien, lui, l'ennemi, que tant que nous en restons là, nous ne le menaçons pas. » J'en viens maintenant à l'arrivée de Jeremy Corbyn à la tête du Labour. Là aussi, le contexte, c'est celui de l'échec des politiques conduites par les prédécesseurs, les politiques austéritaires, mises en œuvre par le New Labour de Gordon Brown. Le bilan de cet échec avait conduit, après le départ de Gordon Brown, à l'élection à la tête du parti de Ed Miliband. Ed Miliband qui s'était rapidement vu affublé par les médias britanniques du sobriquet de Ed le Rouge. Pourquoi le rouge? Eh bien parce que ça a été le candidat des syndicats. Mais je vous rassure tout de suite, la couleur de rouge préférée d'Ed Miliband était le rose très pâle. C'était vraiment une inflexion minime, mais qui aux yeux de la presse était déjà beaucoup trop importante. Et lorsque il a échoué lors des dernières élections générales, le constat de tous les caciques du Parti travailliste et surtout de la presse a été de dire, bon, voilà, nous avons dérivé trop à gauche, Ed Miliband était trop rouge, Tony Blair avait tranché, Ed Miliband a perdu parce qu'il a tourné le dos au New Labour. Alors le New Labour, il faut se rappeler quand même que c'est une version du travaillisme qui avait conduit Margaret Thatcher elle-même à dire, je la cite, « Ma plus grande réussite, c'est Tony Blair et le New Labour ». Donc voilà, l'inflexion que les dirigeants traditionnels du Parti travailliste souhaitaient donner à leur parti après la claque qu'ils avaient prise, c'était plus à droite, s'il vous plaît. S'organisent alors les élections pour trouver le nouveau leader du parti. Parmi les candidats, plusieurs blairistes, plus ou moins caricaturaux, et un inconnu, Jeremy Corbyn. Pour la presse, c'était une antiquité poussiéreuse, un homme qui s'était toujours trompé. Il avait été président de la coalition Stop the War, qui avait quand même obtenu les rassemblements les plus importants de l'histoire récente du Royaume-Uni, en 2003, contre la guerre en Irak. Ça avait été l'un des plus vigoureux opposants de Tony Blair. Il avait soutenu la Palestine contre Israël, un sacrilège, et les mineurs lors de la grande grève de 84-85. C'était donc un perdant tout désigné. Perdant si désigné que les dirigeants blairistes du parti s'étaient dit « Eh bien, nous allons procéder à une innovation dans le mode de scrutin, nous allons l'ouvrir à des gens qui ne font pas partie du parti, de la formation. Nous allons permettre à toute personne qui verserait 3 livres sterling au Parti travailliste de pouvoir participer au scrutin. » Pourquoi ? Pour ressembler davantage aux grands frères américains et ses primaires, et puis surtout pour établir un contrepoids à des syndicats que ces dirigeants blairistes estimaient trop à gauche. Leur analyse était que l'air du temps était plus droitier que le Parti travailliste, donc un afflux d'étrangers, de personnes étrangères dans le parti allait mécaniquement le conduire à aller sur la droite. Totalement raté. Des milliers de nouveaux inscrits
ont effectivement participé au scrutin. Ils provenaient d'où? Eh bien, d'un immense mouvement austéritaire que le parti n'avait pas su observer. Un mouvement de lutte contre les frais universitaires, de lutte contre les privatisations, mouvement qui avait connu un succès remarquable lors d'une mobilisation contre la privatisation du port de Douvres, et puis surtout un mouvement de lutte contre l'évasion fiscale. Corbyn a été élu. Non seulement il a été élu, mais il a été élu haut la main. Il a obtenu 59,5% des voix au premier tour. Son plus proche rival a obtenu 19% des voix. Et depuis mai 2015, lors de son élection, et depuis non, il a été élu en septembre ou octobre 2015, mais depuis mai 2015, 185 000 personnes ont rejoint le Parti travailliste. C'est-à-dire que son élection ne s'est pas... C'était pas, si vous voulez, une erreur. Les gens ont continué d'affluer. 185 000 personnes ont rejoint le Parti travailliste alors que le Parti conservateur ne compte que 150 000 membres. Alors, je conclus? Oui, je conclus. J'en viens à l'idée... Je voudrais quand même vous raconter une histoire qui faisait partie des histoires par lesquelles je commençais mes conférences avant la grande défaite de Syriza en juillet 2015. Les mouvements anti-austérité se caractérisent par l'introduction d'une nouvelle dichotomie dans l'espace politique que l'on a caractérisée de populiste, l'opposition entre des élites et un peuple. Et Pablo Iglesias, pour essayer d'incarner cette opposition, aime citer une fable qui avait été imaginée par un dirigeant canadien, un dirigeant politique canadien, au milieu des années 40. C'est la fable du pays des souris. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vous la raconte très brièvement. Au pays des souris, les gens vivaient, s'amusaient, naissaient, comme on le fait un petit peu à Paris, en France. Et régulièrement, les gens se rendaient aux urnes pour élire un dirigeant. Et systématiquement, les souris élisaient un gros chat noir. Alors, les chats étaient sympathiques, ils prenaient de bonnes mesures, mais de bonnes mesures pour les chats. Et l'une des mesures, par exemple, que prenaient les chats, c'était de s'assurer que les trous des souris étaient suffisamment gros pour qu'un chat puisse y passer la patte et, évidemment, prendre son petit déjeuner aisément. Les souris ont trouvé ça problématique, elles sont retournées aux urnes et elles ont voté pour dégager les gros chats noirs et ont élu un gros chat blanc. Alors le gros chat blanc avait estimé que le problème, c'était les gros chats noirs et la forme des souricières qu'ils avaient imposées, qu'elles étaient carrées alors qu'il valait mieux des souricières rondes. Ils ont imposé donc, ils ont fait voter des lois pour que les souricières soient rondes. Elles étaient encore plus larges et pour les souris, les choses se sont aggravées. Elles sont retournées aux urnes, elles ont réélu des chats noirs, ça n'a pas suffi. Elles ont réélu des chats blancs, elles ont élu des chats mi-blancs, mi-noirs. Elles ont appelé ça des gouvernements de coalition. Et ça ne marchait toujours pas, jusqu'à ce qu'une souris dise aux autres, écoutez, et si on élisait une souris? Alors, à l'époque, je disais, bon, ben voilà, c'est peut-être ce que se sont dit les Grecs. Et si on élisait une souris? Évidemment, la catastrophe de l'accord du 13 juillet, par lequel, finalement, Alexis Tsipras a été conduit à mettre en œuvre des mesures encore plus drastiques d'austérité que celles qu'il avait dénoncées et dont la dénonciation l'avait conduit au pouvoir. La conclusion de cet accord pourrait être de dire, eh bien non, finalement, lorsque une souris est élue, elle se transforme en chat. Ce qui serait assez catastrophique. Évidemment, je ne crois pas que ce soit tout à fait le cas. Lorsqu'au bout de 24 heures, François Hollande, qui, tout comme Alexis Tsipras, s'était promis à renégocier les traités, lorsqu'au bout de 24 heures, il avait renoncé à ce projet, il était permis de s'interroger. La trahison était-elle prévisible? Je crois que oui. Et je crois qu'il en va tout autrement lorsque l'on considère Syriza. Nos amis grecs n'ont pas lutté ou prétendu lutter comme François Hollande pendant 24 heures, mais pendant 6 mois. Et l'écueil sur lequel ils se sont échoués ne me semble ni celui de l'absence de courage, ni celui de la trahison. Si tous les dirigeants politiques ressemblaient à François Hollande, la question qui se poserait légitimement serait la suivante. Tous les politiciens sont-ils condamnés à renier leurs engagements progressistes? Avec Alexis Tsipras, la question, me semble-t-il, est différente. Je la formulerai ainsi. Tous les dirigeants politiques sont-ils condamnés à renier leurs engagements progressistes dès lors qu'ils évoluent au sein de la zone euro?
À mes yeux, l'accord du 13 juillet ne démasque pas un Tsipras menteur, menteur de tout temps et de tout temps disposé à trahir. Ce que révèle l'accord du 13 juillet, ce n'est pas la vraie identité de Tsipras, mais celle de l'obstacle principal qui se dresse sur la voie des progressistes aujourd'hui. Un obstacle dont on pressentait l'existence, mais dont on n'avait peut-être pas tous bien pris la mesure. Le nom de cet obstacle, la zone euro. Merci. Merci Renaud. C'est à vous de lui poser les questions que vous souhaitez, avec le micro, non pas pour qu'on s'entende, mais pour que la caméra nous entende. À vous. Votre péroraison me fait penser que, au fond, vous rejoignez les analyses de Frédéric Gordon sur le problème, c'est la zone euro. Et bon, et maintenant? On prend plusieurs questions ou tu veux répondre une à une? Peut-être plusieurs. Plusieurs, oui, oui. Monsieur, je vous en prie. Oui, c'est un peu partial, mais là vous dites, enfin vous indiquez un méchant, c'est la zone euro, mais en fait Podemos et Syriza, dans votre explication et dans la réalité, ils sont quand même très différents dans leur tactique. Et le problème, en fait, je veux dire, toute action politique a des adversaires. Et donc, le problème, c'est pas d'identifier l'adversaire, c'est de le vaincre. Et je veux dire, comment vous voyez ça? Comment gagner? Comment vous voyez ça, oui, dans votre... J'ajoute, peut-être ça va dans le même sens, une question qui, moi, me tracasse. C'est même un peu la raison de cette rencontre. C'est vrai qu'en France, nous, entre guillemets, les intellectuels, on a une maladie chronique qui est d'avoir besoin d'idoles étrangères. Et donc, les générations d'intellectuels successives se sont référées à Mao et à sa révolution culturelle, à Che Guevara et 1, 2, 3 Vietnam. Et on sait que c'est tout à fait déplorable comme habitude parce qu'elle amène toujours à des désillusions, voire à une impuissance totale. Néanmoins, si tu devais nous dire pourquoi, disons Podemos, pour aller au plus facile, est notre avenir, ou devrait être notre avenir, qu'est-ce que tu mentionnerais dans les caractéristiques propres de ce type de parti que nous ne connaissons pas en France? Et c'est sans doute une des raisons de l'impasse politique française, c'est l'absence de nouvelle gauche, entre guillemets, même si ici ou là, il y a pu y avoir et il y a des mouvements, mais Nuit debout n'est pas encore à supposer qu'elle puisse l'être un nouveau mouvement, quoi. Je vais essayer de procéder dans l'ordre. Même si je ne peux pas garantir la méthode. Oui, je rejoins Frédéric Lordon sur ses analyses de la zone euro. Je pense que ce n'est pas une zone monétaire optimale, qui est la condition sine qua non à l'existence d'une monnaie unique. Par zone monétaire optimale, on appelle les zones dans lesquelles s'opèrent des transferts entre les espaces de production de richesse importante et les espaces de moindre production de richesse. C'est ce qui se passe dans un pays comme la France, lorsque les impôts perçus dans la région de Paris permettent de financer des autoroutes au fin fond de l'Ariège. Eh bien, vous avez des transferts mécaniques, automatiques qui se font et qui sont acceptés par tous, puisqu'il y a l'existence d'un concept de communauté. C'est ce qui se passe aussi aux États-Unis, dans l'espace fédéral, grâce aux impôts fédéraux. C'est ce qui ne se passe pas concrètement
dans la zone euro, qui aurait dû se passer, puisque de la même façon que les traités prévoient des déficits maximum de 3%, ils prévoient aussi des surplus, des excédents maximum qui devraient conduire à des pénalités, mais on ne connaît pas du tout ça. Donc je pense que techniquement, la zone euro est condamnée à l'échec. Je pense que politiquement, elle, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, elle pose problème. Là où je ne suis pas d'accord avec Frédéric Lordon, c'est dans la façon dont il a évoqué de son côté la nécessité de l'échec de Syriza. Assez tôt, il a fait un papier précisant que s'il ne renversait pas la table, mécaniquement, il passerait dessous. L'histoire semble lui avoir donné raison. J'ai cru, et je pense qu'il aurait toujours été possible pour Tsipras, s'il parvenait au même constat sur la nature de la zone euro, de convaincre sa population très européiste, très attachée à la question de l'Union européenne, quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte pour des raisons liées à l'histoire. L'entrée dans l'Union européenne, c'est la sortie de la dictature, c'est la promesse de la démocratie, c'est le rattachement à ce qui représente des pays du centre. Donc tout ça, c'est très important. Ça l'est également en Espagne, ça l'est au Portugal. Donc ces choses sont cruciales. Néanmoins, devant la violence de ce qui avait été imposé à la Grèce, il me semble qu'il était envisageable de faire accepter une autre décision que ce qui ressemble fort à une capitulation à l'heure actuelle. Alors, vous me dites, et maintenant, et vous m'avez posé une question similaire, comment gagner dans ce contexte-là? C'est extrêmement difficile, et la sortie, à mes yeux, de l'euro n'est pas une solution, c'est une étape. C'est un peu la question qui se pose à l'heure actuelle à nos amis britanniques. Évidemment, dans la situation dans laquelle nous trouvons, situation de crise, une sortie, tout déséquilibre de ce dispositif, de cet attelage extrêmement fragile dans un contexte mondial de récession, de crise économique qui menace, de ralentissement de la Chine, de troubles politiques, institutionnels, diplomatiques dans les pays du Sud, l'Amérique latine, à laquelle je suis assez attaché. On ne peut pas estimer qu'une sortie se ferait dans des conditions optimum. Mais je crois que la crise dans laquelle se trouve un pays comme la Grèce devrait conduire à réviser son rattachement à la zone euro. Je pense qu'un pays comme le Portugal se pose des questions similaires, qu'un pays comme l'Espagne pourrait ne pas avoir le champ libre pour modifier les traités. Et de toute façon, la zone euro telle qu'elle fonctionne aujourd'hui dépend assez largement de la présence de Berlin. Et il est fort à parier que si jamais on devait donner un autre cours à la construction européenne ou la nouvelle étape de la construction européenne, eh bien nos amis allemands souhaitent ne pas participer à cette aventure. Et de toute façon, on serait dans un contexte de renégociation du fonctionnement de l'Union européenne. Je me permets une petite aparté sur cette question de la zone euro. Je ne rentre pas trop dans les détails, on pourra le faire par la suite si vous le souhaitez. Mais ce que j'observe, c'est que alors que la gauche, disons la gauche française au sens le plus large, avait toujours été divisé sur cette question entre, pour aller très vite, deux camps. Un camp proposant de changer l'Europe de l'intérieur et puis un camp estimant que ça n'était pas possible, avec des guerres intestines qui n'étaient pas toujours caractérisées par la bonne foi dans les échanges d'arguments. Il me semble que l'on observe une évolution de cette fracture-là. J'ai assisté au mois de décembre dernier à une discussion entre Frédéric Lordon, tenant donc de la position pas de solution en dehors de la sortie, et des gens comme Thomas Coutreau ou Kalfa, qui étaient plutôt sur l'autre position, changer de l'intérieur. Et si vous voulez, vous avez un rapprochement phénoménal, dans la mesure où les premiers disent de toute façon il faudra sortir, ils n'ont pas véritablement changé leur fusil d'épaule, et les autres disent il faudra savoir imposer notre programme politique. Ils conviennent du fait qu'il y a peu de chances pour que la Commission ou Berlin ou les deux acceptent ce nouveau cours des choses. Et dans le cas de refus, eh bien, il faudra en tirer les conséquences. Mais le plus important, ce n'est pas l'adhésion à l'Union européenne, la participation à la zone euro. Le plus important, c'est la mise en œuvre de notre programme politique. Et ce retour de la politique dans un attelage qui était précisément, à mon avis, qui avait précisément pour vocation de dépolitiser les débats publics, de les techniciser, me semble de toute façon de bon augure, puisque nul ne souhaite un repli nationaliste simplement pour le repli nationaliste, mais rien ne nous empêche de reconstruire un espace plurinational, mais sur les bases d'un projet sensiblement différent.
Dominique, tu as évoqué la question des leaders qui me semble en effet très importante. Et qui me semble rejoindre la nature de ces mouvements qui ont été qualifiés de mouvements populistes. Alors, dans la presse, en général, on utilise le terme populiste pour dénigrer les formations politiques. Populiste signifie en gros démagogue, des gens qui promettent ce qu'ils ne pourront pas tenir. Bon, il y a des définitions plus favorables du populisme, celle des dictionnaires, qu'aime beaucoup citer François Ruffin, et il me semble que c'est le Robert, qui dit que populisme, c'est un courant littéraire qui s'attache à décrire la réalité du peuple. Bon, si on transfère ça en termes politiques, c'est pas rebutant. Mais il y a un intellectuel argentin qui s'appelle Ernesto Laclau, qui a travaillé sur le populisme et le contexte du populisme. Et selon lui, le populisme émerge dans des moments d'effondrement des institutions. Ce moment populiste découle d'une incapacité de la population à se retrouver dans les institutions telles qu'elles fonctionnent normalement. Donc crise économique, mais crise institutionnelle, crise démocratique. Il me semble que c'est ce qu'on observe à l'heure actuelle dans l'Union européenne. L'effondrement du bipartisme signale la fin d'un temps qui n'est pas sans rapport avec cette mort longtemps annoncée, mais qui se caractérise de la social-démocratie. Social-démocratie, mort idéologiquement, puisque les partis censés l'incarner ne l'incarnent plus. Ils sont passés au social-libéralisme, mais mort de la social-démocratie dans ses institutions. Qu'est-ce que la social-démocratie ? Eh bien, on pourrait dire que c'est un système politique dans lequel l'État joue le rôle d'arbitre entre les deux grandes forces antagoniques de la société. Les forces de l'économie, les forces des entreprises, ce qu'on appelle le capital, et puis les salariés, les individus, ce qu'on appelle en général le travail. Et vous avez, après la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte géopolitique très particulier, une capacité de l'État à opérer, pas toujours de façon très neutre, pas toujours de façon très égale, mais une forme d'arbitrage entre ces deux forces. Or, sous la pression de l'existence d'un camp socialiste qui, à l'époque, bien entendu, concurrence. Hein. Exactement. La tolérance à l'égard de la fiscalité des classes aisées, des entreprises dans ce contexte-là, l'existence d'une fiscalité qui permettait la sécurité sociale, tout ça venait prévenir la menace communiste. Bon, dès lors que celle-ci a échappé, la pression, l'antagonisme se renforce et je me dis que ce n'est pas tout à fait un hasard si le mouvement social que nous connaissons aujourd'hui prend pour cible assez naturellement les ministres responsables des lois qui nous sont proposées, mais le MEDEF en tant que tel, des occupations d'espace, l'utilisation de référents. Gattaz est une figure incarnée qui incarne ce contre quoi le mouvement Nuit debout s'affiche. L'un des slogans, c'est pour la séparation du MEDEF et de l'État. En 1995, la cible, c'était Juppé, c'était l'État. Il me semble qu'on observe un délitement des institutions qui est donc assez caractéristique de cette période populiste. Et Laclau nous dit que dans ces périodes populistes, il y a une réorganisation de force. Il laisse un petit peu de côté l'analyse sociologique, la question de classe sociale. Il parle de signifiants flous, des gens qui se retrouvent autour d'un projet que chacun, si vous voulez, larde un petit peu de ses propres ambitions. Et ce projet n'a d'existence qu'autour du charisme d'un leader qui lui-même arrive à incarner ce que tout le monde voudrait. Un petit peu comme, si vous voulez, les bonnets rouges en Bretagne récemment ont incarné des aspirations qui étaient parfois contradictoires entre des membres du patronat, du petit patronat, et puis des syndicalistes parfois très radicaux. Vous aviez là le bonnet rouge, qui signifiait tout et son contraire, mais que chacun pouvait garnir de ses propres espoirs. Et je crois que l'émergence de leaders dans ce contexte populiste caractérise la période que nous sommes en train de vivre, qui est une période, somme toute, assez sombre, puisque c'est une période de délitement. Donc on pourrait se réjouir de l'adage, sur la base de l'adage qui veut qu'un monde est mort et le deuxième n'est pas encore né. On peut espérer que le suivant sera meilleur que le prochain, rien ne le dit. Mais voilà. Et alors, pourquoi Podemos est notre avenir ? J'en ai pas la moindre idée. Je ne pense pas du tout qu'il nous faille un Podemos en France. La force des gens de Podemos a été d'analyser la spécificité du contexte espagnol. Donc des gens qui seraient capables de faire la même chose en France, ça serait très bien, mais ça serait sûrement pas Podemos. L'un des exemples, c'est l'émergence de la notion de démocratie. L'un des slogans, l'une des préoccupations des gens sur les places en Espagne, c'était pour une démocratie réelle maintenant. Et dans le vocabulaire de Podemos, la conception de démocratie est très importante. Elle s'adosse à une analyse du délitement des institutions
qui repose sur la caducité de la Constitution de 78, qui est la Constitution qui marque la transition après la période franquiste. Une Constitution qui rattache encore l'Espagne à cette période et qui, aux yeux des dirigeants de Podemos, est une période révolue dans laquelle, si vous voulez, on obtenait une cohésion sociale dans la promesse d'ascension à travers des investissements, à travers la bulle immobilière. Tout ça a explosé. Désormais, la cohésion sociale n'existe plus et les institutions ne sont pas en mesure de répondre aux exigences d'une population qui, par ailleurs, est beaucoup plus éduquée qu'elle ne l'était à l'époque et a donc des ambitions plus importantes. Il faut donc changer les institutions. La question de la démocratie est clé. Il me semble qu'en France, ce n'est pas tout à fait un hasard si ce mouvement social se structure autour de questions liées au travail. La question de l'antagonisme travail-capital en France est traditionnellement plus importante. Nous avons des forces syndicales qui sont beaucoup plus importantes et surtout beaucoup plus reconnues dans la population qu'elles ne le sont en Espagne. Donc un Podemos serait en mesure, un Podemos français serait en mesure de faire cette analyse. Ce que moi, je retiendrai des efforts de Podemos, c'est cette critique du retranchement de la production intellectuelle dans les tours d'ivoire de type universitaire. Dans l'intimité de cette discussion, je dirais que ça concerne même la production du monde diplomatique. À mesure que les intellectuels quittent des forces directement engagées dans le combat politique, elles ont tendance à s'attacher davantage à la pureté, à la perfection de leur analyse qu'à leur nature opérationnelle, leur capacité à engager des mouvements. Et une façon assez facile de procéder à cela, c'est d'expliquer aux gens pourquoi ils se trompent. Et donc vous dites, bah voilà, vous avez le sentiment qu'un tel est votre ennemi, mais vous vous trompez. Parfois c'est nécessaire. Lorsque l'on observe une montée du Front National, il est nécessaire de dire aux gens, vous avez le sentiment que les gens qui sont un peu plus pauvres que vous sont les ennemis. Or, ce ne sont pas les immigrés qui font baisser les salaires, ce sont les patrons. Donc, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais il me semble que la stratégie de la gauche intellectuelle, souvent préservée, socialement protégée, a souvent été de dire au peuple, de manière générale, aux gens qui font les mouvements sociaux, vous vous trompez, écoutez-nous, nous allons vous indiquer les bons combats. Podemos procède totalement autrement. Podemos dit, vous êtes en colère et vous avez raison. Et à partir de là, il cherche à réorienter politiquement ou à guider politiquement cette colère, la volonté d'une transformation en disant, voilà, vous voulez plus de démocratie, mais nous aussi, mais on veut plus de démocratie, y compris économique. Ils ne disent pas, nous sommes anticapitalistes. Je ne sais pas s'ils le sont d'ailleurs. Et je pense que ça, c'est un effort politique dont je crains qu'il ait été un peu déserté. Monsieur ? Moi, je voudrais revenir sur la Grèce. Je ne connais pas forcément très bien, mais c'est vrai que comme Tsipras, c'est quand même quelqu'un qui m'a séduit. Et le fait qu'il ait pris cette option, moi, ça me fait de la peine. Je ne peux pas le désigner comme un traître, ça se trouve que ça n'a pas de sens. Ce que je voudrais... c'est pas évident de savoir s'il va falloir quitter l'Europe ou pas. Alors, ma question est-ce que ça, avec son parti ancien, ils sont complètement séparés ou est-ce qu'ils peuvent... ils continuent ils ont pris deux options différentes. Lui, il a pris... Jusqu'où peut-il aller dans l'histoire? Est-ce qu'à un moment, il peut revenir en arrière? Et est-ce que ça, c'est toujours le fruit d'un cheminement commun avec ses anciens amis ou est-ce que est-ce que c'est maintenant trop séparé, trop... Tu vas répondre, mais juste une remarque. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que lors des élections de septembre 2015, non seulement Syriza a fait, malgré tout ce que nous savons, un bon chiffre, mais le parti issu de la scission de Syriza a fait un flop total. Donc ça attire l'attention sur ce que disait Renaud tout à l'heure, de l'attachement des Grecs pour des raisons historiques profondes à l'Union européenne, quoi. Oui, alors, si vous voulez, Tsipras est toujours à la tête de Syriza. Comme l'a dit Dominique, un groupe s'est constitué de dissidents autour d'un sous-groupe de Syriza qui s'appelait la plateforme de gauche. Et ils ont fait moins de 3%. Ça s'appelle l'unité populaire, ils ont fait moins de 3%. Je pense qu'il y a différents facteurs. D'abord, Tsipras, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas François Hollande. On a pu croire que Tsipras s'était battu. Je crois qu'il s'est battu.
Bon, ce sont des choses toutes bêtes, mais si vous avez, comme moi, en tête les images de Tsipras sortant de la réunion du 13 juillet, vous avez des images d'un boxeur qui sort d'un match et vous avez le sentiment que ce n'était pas 1 contre 1. C'était 18 contre 1 au sein de la zone euro. Il s'est battu donc, et les Grecs ont reconnu ça. Il bénéficie donc de ce crédit. Alors voilà, ça c'est une bonne question. Je ne suis pas en mesure de répondre. Il y a tout un tas de mécanismes à prendre en compte. Le premier, à mes yeux, c'est que Tsipras met en œuvre des politiques qu'il déteste en rappelant assez régulièrement qu'il les déteste. Mais il les met en œuvre. Alors on pourrait dire schizophrénie. Je pense qu'il n'est pas tout à fait impossible que Tsipras attende de voir ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe à l'heure actuelle au Portugal, vous le savez sans doute, mais un gouvernement de gauche a été élu au Portugal, et puis avec une coalition entre un parti socialiste qui avait sacrément viré à droite, mais qui là a fait une coalition avec le bloc de gauche, ce qui serait à peu près l'équivalent du parti de gauche, mais plus important là-bas, et puis les communistes. Et ils ont mis en œuvre un budget, ils ont voté un budget qui permet tout un tas de progrès sociaux, repoussé par la Commission, par Juncker, qui s'est dit préoccupé par le budget portugais. Donc on voit qu'il y a des échos à la situation grecque ailleurs, que c'est donc pas une faiblesse intrinsèque de Tsipras, que les mêmes écueils se présentent à tous. Mais bon, maintenant, ça fait 2 pays. Si l'Espagne était gouvernée par Podemos, par Iglesias, on pourrait se dire que le camp imaginant qu'il est possible de conduire l'Europe à se comporter autrement, aurait sans doute davantage d'atouts. Et puis, il ne verrait sûrement pas d'un mauvais œil que nous, les Français, nous bougions un petit peu pour nous débarrasser du Parti socialiste. Mais bon, il semblerait que ce ne soit pas encore tout à fait la veille. Donc ça, c'est la première chose. Il ne peut pas faire grand-chose si ce n'est attendre. Il faut, à mon avis, prendre la mesure du fait que ce n'est pas une formule que de dire que la Grèce est un pays sous tutelle. C'est un pays sous tutelle. Il n'est pas à la tête d'un État, il est à la tête d'une enclave. Et donc, il n'a pas d'autre marge de manœuvre que celle du gouverneur d'une enclave. Et il aimerait sans doute faire davantage. Alors, combien de temps est-ce que Tsipras pourra vivre cette schizophrénie? C'est une excellente question. Des gens dans des situations plus confortables que la sienne ont cédé plus rapidement. Si vous voulez, la logique institutionnelle par opposition à la logique des formations politiques cette confrontation est une confrontation traditionnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'intéresse beaucoup à l'Amérique latine et récemment, je me suis interrogé sur les raisons de la panne, au moins, de la gauche latino-américaine. Et l'un des facteurs qui, à mon avis, n'est pas des moindres, c'est que lorsque vous avez un parti comme, imaginons, le Parti des travailleurs au Brésil, qui a longtemps milité dans l'opposition, qui parvient au pouvoir, une partie de vos forces deviennent des forces institutionnelles. Elles viennent peupler les ministères, elles viennent peupler les administrations publiques. Et donc, leur logique n'est plus uniquement une logique de l'extérieur, de critique de la façon dont les choses se forment et de l'endroit où il faudrait aller, c'est aussi une logique de gestion. Donc, il faut tenir la gestion de ce qui existe tout en l'orientant vers un mieux, un avenir. C'est très difficile. Et le rapport de force bascule parfois. Et finalement, de gestionnaire de l'ordre actuel se proposant de transformer, vous finissez par n'être plus qu'un gestionnaire. Et on ne peut pas exclure que Tsipras, finalement, là de la schizophrénie qui lui est imposée par les institutions européennes, finalement devienne le gestionnaire de la seule politique possible en Europe. Mais vraiment, je ne sais pas du tout. On peut penser qu'il est intelligent, qu'il lâchera avant. Est-ce qu'il retrouvera ses anciens amis avant? Alors, vous les brouillez avec eux? Je ne peux pas vous répondre, monsieur. Ça dépendra de tellement de choses. Ça dépendra du contexte européen. Vraiment, je suis incapable. Syriza évolue comment actuellement? Ils attendent Le parti lui-même est derrière Tsipras. Vous avez 2-3 personnes qui ont essayé de monter des initiatives. Mais vous avez quelqu'un comme Varoufakis, qui n'est pas très facile à suivre. Varoufakis, ancien ministre de l'économie, donc d'Alexis Tsipras, qui est une personne très intelligente, mais politiquement me semble pas totalement mûr et qui les initiatives de rapprochement au niveau de la gauche européenne. Ouais. En fait, entre Mélenchon, Varoufakis, Podemos, tout ça. Tout le monde est en concurrence aujourd'hui. C'est pas très brillant. Et excusez-moi, je voulais reprendre
dans le contexte, tout à l'heure, vous avez fait une remarque à propos de l'Allemagne en disant que l'Allemagne n'était pas dans le camp de la gauche ou d'une nouvelle Europe. J'ai compris ça. J'ai des origines germaniques et je peux vous dire que c'est faux. Les gens qui sont au pouvoir actuellement sont des gens qui sont, je dirais, pro-Union européenne selon le modèle actuel, mais l'Allemagne, le peuple allemand est très européen. Et je pense, moi, au contraire, que s'il y a quelque chose qui est intéressant de monter en Europe, il faut le faire avec l'Europe centrale. Voilà. Vous connaissez mieux l'Allemagne que moi et Dominique aussi, donc vous saurez mieux. Je voulais ajouter aussi, à propos du Brexit, Corbyn fait une campagne contre le Brexit. Hein, et je pense que les résultats de ce vote, en fait, il y a de fortes chances qu'ils ne sortent pas, mais s'ils sortaient, ça changerait beaucoup. Oui, alors juste un mot sur l'Allemagne. Je ne veux pas rivaliser d'expertise sur l'Allemagne, ni avec vous, ni avec Dominique. J'en ai pas du tout la prétention. Néanmoins, il me semble que la vigilance allemande sur des questions liées à l'inflation et disons, le poids de ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, une certaine conception de la construction européenne, me semble suffisamment important pour que la participation de l'Allemagne à un projet différent de l'Union européenne puisse poser problème. Concernant Varoufakis, qui effectivement essaye de créer une force transversale à l'Union européenne pour essayer de la modifier de l'intérieur, il me semble qu'elle est caractérisée par, là aussi, une forme de schizophrénie. Dans un entretien récent, Varoufakis expliquait que les institutions européennes ne se caractérisent pas par un déficit démocratique. Elles n'ont pas été construites pour être démocratiques. C'est une distinction assez importante. Et donc à partir de là, il dit il va donc être très difficile de les réformer. Il dit je suis très pessimiste. Il dit néanmoins il faut essayer de le faire. Et personnellement, si je ne le croyais pas, je n'arriverais pas à me lever le matin. Bon. Donc, en gros, c'est pour sauver son petit-déj qu'il reste partisan d'un changement au sein de l'Union européenne. Mais j'ai l'impression que, tout en disant qu'il en est partisan, il avance tous les arguments pour dire que ça sera sacrément difficile. Bon, néanmoins, les choses ne sont pas figées. L'émergence de mouvements comme cela constitue des forces qui peuvent conduire d'autres forces à se mobiliser. Rien n'est écrit. Pour le Royaume-Uni, effectivement, Jeremy Corbyn appelle à voter pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, mais vraiment du bout des lèvres. J'ai écrit un papier dans le prochain numéro, le numéro de juin du Monde diplomatique, et j'essaie de m'expliquer comment on se retrouve dans cette situation où quelqu'un qui a toujours été eurosceptique, Jeremy Corbyn, en arrive à finalement soutenir la proposition de David Cameron, qui est un Premier ministre conservateur, et qui lui-même justifie son soutien, sa décision de maintenir le Royaume-Uni au sein de l'Union européenne par l'obtention d'amendements de nature libérale au fonctionnement de l'Union européenne. Vous avez là une espèce de paradoxe qui est en fait assez facile à résoudre, qui est que dans le contexte actuel, Corbyn n'a pas, à mon avis, n'est pas en mesure de mener la bataille pour promouvoir une sortie de gauche. C'est-à-dire qu'il est très minoritaire au sein du parti. La plupart des parlementaires du Parti travailliste sont opposés à la sortie. Et tout le courant, tous les gens qui ont rejoint le Parti travailliste dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des nouveaux venus dans le parti ou des anciens du parti, sont plutôt des gens qui sont européistes. Pour les plus jeunes, simplement parce qu'ils ont toujours vécu avec l'Union européenne et qu'ils sont radicalement opposés à ce que proposent les eurosceptiques conservateurs, qui eux sont des gens qu'il est difficile de qualifier autrement que comme racistes, quoi. Ce sont vraiment des réactionnaires. Et donc le refus d'être associé à ces gens-là font que non, ça sera l'Union européenne. Mais c'est une situation un peu délicate. Juste un mot sur l'Allemagne. Je crois, monsieur, qu'il faudrait qu'on se mette d'accord, et ça vaut de toutes les rencontres qui se font dans cette maison, pour ne plus parler des Français, des Allemands, des Italiens, des Libanais, des Palestiniens. Ça n'existe pas.
Il y a des peuples, et dans ces peuples, il y a une grande variété d'opinions politiques, d'autant plus qu'on est dans une période d'effritement, pour ne pas dire de décomposition des systèmes politiques, et pas seulement en Europe. Donc on a intérêt à être extrêmement prudent dans les formulations. Moi, j'aurais dit un peu ce que vous dites il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit bien que l'évolution de l'opinion allemande est une évolution qui est plutôt négative. Il y a toute une mouvance de gauche réelle qui s'est développée, et pas seulement autour de Die Linke, mais avec d'autres éléments, y compris dans la gauche du SPD. Mais en même temps, on voit bien qu'un parti d'extrême droite, parce qu'il l'est, comme l'AfD, qui représentait 3% des voix il y a 1 an et demi, aux 2 ans, se retrouve aujourd'hui avec des scores de l'ordre de 15, 17, 22% dans des élections régionales. Alors, ça n'est pas le NPD, d'accord, mais c'est quand même, quand on regarde Madame Petry ou quand on regarde Gauland, c'est des gens qui sont pas très loin de la tradition nationale et socialiste. Enfin, elle était très inquiétante, cette madame. Je l'ai interviewée il y a 1 an, Madame Petry. Elle a quand même expliqué clairement à la télévision que la police et l'armée allemande devaient pouvoir tirer sur des réfugiés si elle avait l'impression que ces gens lui échappaient, passaient les frontières illégalement. Enfin, je veux dire, pour un pays où il y avait une espèce de tabou sur l'emploi des forces militaires, l'envoi de militaires à l'étranger. Bon, c'est pas l'Allemagne, c'est pas les Allemands, mais c'est une partie grandissante de l'Allemagne. Et je crois que bon, c'est la décomposition progressive du SPD en Allemagne profite surtout à cette mouvance-là et pas à la mouvance de gauche. De la même manière d'ailleurs qu'en France, la décomposition du Parti socialiste qui est très avancée, beaucoup plus qu'on ne le croit à mon avis. Je ne serais pas du tout surpris qu'il y ait des départs en masse du Parti socialiste. J'en connais autour de moi des gens qui rendent leur carte, quoi. Mais on pourrait s'en réjouir en se disant ça va permettre à la gauche de se régénérer, mais pour l'instant, ça profite à Marine Le Pen, toute cette décomposition politique, plus qu'à la gauche. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, Renaud. Je me souviens, j'ai interviewé un jour Mikis Theodorakis avant qu'il ne dérape de temps en temps, plus qu'à son tour, à mon avis. Et il me disait, on ne s'en sortira pas en Grèce tant qu'on n'aura pas fait éclater le PASOK. Et il avait raison, hein, parce que le PASOK, c'était le Parti socialiste empire, vraiment, pour des tas de raisons qui seraient trop longs d'expliquer. Ça s'est fait en Grèce et ça s'est fait au profit de Syriza. Le PSOE, il fallait qu'il prenne des coups, il en prend, et il en prend au profit de Podemos. Bon, c'est une autre situation que la situation allemande ou française. Il faut bien en être conscient, quoi. On est devant des phénomènes extrêmement inquiétants dont il ne faut pas sous-estimer l'importance. Quand même qu'un monsieur qui est très proche du secrétaire du FPE, qui lui est un nazi, enfin il n'y a pas d'autre mot pour désigner Strache, le candidat à la présidence était un peu plus arrondi, disons, un peu plus propre sur lui, mais quand même, quelqu'un comme ça en Autriche arrive à quasiment 50% des voix, ça a de quoi faire peur, quoi. Il faut le dire. Donc on a des situations diverses où la régénération de la gauche existe ou n'existe pas. Et c'est sans doute la question centrale des mois et des années à venir. Monsieur, oui. Et maintenant, sur Podemos, une des grandes critiques, j'imagine, c'est les dirigeants, d'avoir toujours les mêmes chefs de parti. C'est contre ça que ces structures-là
sont contre. Et alors comment eux, Podemos, ont fait pour diriger quand même un pays, il faut quand même avoir des gens formés. Comment ils font pour... ils sont prêts, ils ont des gens formés qui ne sont pas soit les universitaires idéologues que vous critiquez tout à l'heure, soit des apparatchiks. Comment ils ont fait pour structurer leur nouvelle gouvernance? Comment ils vont faire? À partir, j'imagine, de gens plus largement choisis. Comment ils vont faire quand ils seront au pouvoir? Oui. Vous êtes très optimiste. Ils n'y sont pas encore. Mais imaginons qu'ils le soient, qu'ils y parviennent. L'une des réussites, à mes yeux, de Podemos, c'est d'avoir réussi à drainer jusqu'à eux des gens qui auraient refusé de se reconnaître dans un discours d'extrême gauche, et qui sont des gens qui ont un savoir-faire dans les administrations, parfois même dans des appareils d'État tels que l'armée. Il y a un grand dirigeant militaire qui a expliqué que voilà ce que souhaite faire Podemos, y compris sur les questions budgétaires, mais pas uniquement. Eh bien, c'est très bien. Vous avez des économistes qui ne sont pas des économistes marxistes échevelés, mais des gens qui sont reconnus de manière plus générale. J'ai rien contre les marxistes échevelés, mais je sais que les marchés, eux, ont beaucoup plus de réticence à l'égard de ces gens-là. Et donc, ce sont des gens qui seraient en mesure de rejoindre une force comme celle-là. Donc, il y a un savoir-faire. Mais tout en disant cela, qui me semble très important, il faut en effet reconnaître que Podemos a connu, j'allais dire subir, j'ai hésité à utiliser le terme de subir, je ne l'utilise pas, donc a connu une dynamique inattendue d'émergence très soudaine, et qu'il leur a fallu gérer tout cela avec une équipe de personnes qui sont plus jeunes que moi. Moi, j'ai 40 ans, ils sont plus jeunes que moi. Ils ont milité, ils étaient profs, mais voilà, il a fallu tenir tout cela, participer au Parlement européen pour certains d'entre eux, mener des processus de négociation avec des vieux briscards de la politique espagnole. Donc bon, ils apprennent, mais je crois qu'ils arrivent à s'entourer de gens qui ont un savoir-faire. Je voudrais juste ajouter une chose on n'en a pas du tout parlé pour l'instant, parce que ce n'est pas en Europe, mais quand même ça a à voir avec notre discussion, c'est le phénomène Sanders. Parce que là, on est dans un phénomène complètement incroyable. C'est un vieux monsieur qui s'adresse essentiellement à des publics jeunes. C'est un militant de toujours. Il n'a pas fait la guerre de sécession, mais presque. Je veux dire, il a tout fait. On a vu des photos de lui dans toutes les grandes batailles des démocrates au sens vrai américain. Et voilà tout d'un coup qu'il arrive à émerger, et plus qu'émerger, dans une campagne primaire qui normalement aurait dû rouler de manière très routinière. Donc là aussi, c'est une autre forme de régénération de la gauche, dont on peut espérer d'ailleurs qu'elle pèse relativement sur Hillary Clinton, parce qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de toutes ces voix qui se sont exprimées autour de Sanders. Donc là aussi, c'est une autre... c'est un peu comme Corbyn, disons, mais c'est une autre forme de régénération de la gauche. Donc là aussi, ça mérite d'être intégré dans notre réflexion, quoi. Pour revenir à Podemos, vous avez mentionné très rapidement tout à l'heure l'accord tout à fait récent avec ce qui reste de force d'extrême gauche, et vous avez dit votre scepticisme sur le succès de cette entreprise. Vous pouvez peut-être développer ce... On a fait beaucoup de reproches à Podemos. Mon ami Frédéric Lordon, par exemple, a été très dur avec eux parce qu'ils ont accepté de participer à des négociations pour essayer de former un gouvernement. Je pense que, à la différence de Frédéric Lordon, les gens de Podemos sont engagés dans un combat politique, alors que lui, il est engagé dans un combat intellectuel. Et l'une des différences, c'est que le combat politique implique de respecter des règles du jeu qu'on n'a pas toujours fixées. Parfois, respecter des règles du jeu pour changer les règles du jeu. La Constitution, par exemple. Et donc, en se présentant
il se présentait au suffrage des électeurs, ça voulait dire qu'il n'estimait pas que les électeurs étaient tous des ânes dont il fallait ignorer les votes. Vous pouvez se dire que certains électeurs votaient contre leurs intérêts, mais on ne pouvait pas totalement les critiquer. Et donc refuser de participer à des négociations avec des forces politiques auxquelles sont attachés des gens qui pourraient assez facilement devenir des électeurs de Podemos semblait une bonne chose, même si on déteste le PSOE, même si on déteste ce qu'a fait Felipe González, ce qu'il est aujourd'hui et son rôle en géopolitique. Ils ont donc participé à des négociations, encore une fois on leur a reproché, mais en fixant des lignes rouges qui étaient des lignes rouges très importantes et dont il m'est arrivé de penser qu'elles avaient été fixées de telle sorte qu'elles étaient inacceptables par le PSOE, parce que je ne crois pas qu'ils avaient très envie d'accepter un accord où ils auraient été minoritaires vis-à-vis du PSOE. Donc je crois qu'ils sont assez habiles, ce qui est un élément de réponse à votre question, monsieur. Je pense que ces personnes sont assez impressionnantes. Peut-être que je me trompe et qu'on s'apercevra qu'en fait elles sont cyniques, mais pour l'instant, je suis assez impressionné. Elles ont donc participé aux négociations, fait la démonstration qu'elles étaient prêtes à considérer les autres acteurs de la vie politique espagnole, donc ouverte et en même temps très, très décidée sur ce qui était leur ligne, leur politique, leurs objectifs principaux, leurs priorités. Les accords n'ont pas abouti et ils sont donc parvenus à un accord avec Izquierda Unida, qui est une formation sœur. Pour tout vous dire, Pablo Iglesias a longtemps été le compagnon d'une des dirigeantes principales d'Izquierda Unida à Madrid. Je pense qu'on peut passer sa vie avec une personne qui a certains désaccords politiques, mais pas si radicaux que ça. Je pense qu'il aurait difficilement pu faire sa vie avec Mariano Rajoy. Ça aurait été plus compliqué. Et donc vous avez là donc une union assez possible. Mais alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le système politique espagnol est fait de telle sorte que les grandes formations des grandes zones comme l'Andalousie pèsent énormément. Ça a été fait pour empêcher les zones à forte propension indépendantiste de prendre trop de pouvoir. Cette constitution pose problème en partie parce qu'elle est très peu démocratique et qu'elle empêche de nouvelles formations d'émerger. Alors évidemment, avec l'adjonction des forces d'Izquierda Unida, Podemos aura un rayonnement plus important. Et moi, je veux croire que leur résultat sera meilleur que lors des les précédentes élections. Après le 20 décembre, la date des précédentes élections, les sondages montraient que, ayant constaté que Podemos constituait une force réelle qui pouvait menacer l'hégémonie du PSOE, pas mal de gens qui avaient voté PSOE pour contrecarrer le Parti populaire, le Parti conservateur, s'étaient dit prêts à voter pour Podemos. Et on a observé des sondages qui étaient plus favorables à Podemos. Et puis ces sondages ont baissé, même baissé de façon assez importante. Mais en Espagne comme en France, les sondages se plantent assez régulièrement. Et ils ne sont pas exempts de manipulation politique. Mais de toute façon, il est difficile d'imaginer que Podemos et Izquierda Unida puissent avoir suffisamment de voix pour avoir un gouvernement à eux deux. Il leur faudra donc négocier avec le PSOE. Et je ne sais pas si le PSOE accepterait de négocier avec eux. Pour le PSOE, accepter de participer à l'émergence de Podemos, c'est se suicider. C'est accepter que la force d'opposition aux conservateurs serait désormais Podemos. Et vous avez, même si le dirigeant actuel, Sanchez, est plutôt, disons, sur une ligne un peu plus à gauche que les grands caciques d'Andalousie, des choses comme celle-là, son pouvoir est assez faible. Et ces gens qui sont plus conservateurs, plus proches de Zapatero, de González, mesurent très bien le suicide politique que ça pourrait représenter. Donc, il est très difficile d'imaginer dans quelle mesure ces gens pourraient négocier ensemble. L'autre option serait que le Parti populaire gagne encore pas mal de voix, peut-être davantage, c'est pas exclu, et que le PSOE négocie avec eux. C'est ce à quoi appellent les organisations patronales espagnoles, mais évidemment le problème est le même pour le PSOE qui se trouve dans une situation bien délicate. Mais je doute qu'on ait quelque chose de très clair et en l'état actuel des choses, on ne peut pas exclure une véritable crise institutionnelle où les institutions ne permettent pas d'identifier un gouvernement et il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour voter un changement de constitution qui permettrait de changer les modalités de nomination du gouvernement. Donc vraiment un casse-tête assez considérable. Bien, merci beaucoup à Renaud. C'était très très clair, très intéressant.
J'aurais qu'une seule critique, c'est de considérer que 40 ans, c'est vieux. Ça, je trouve que ça se discute. Franchement, il y a un point là. Hein, vous êtes d'accord, je pense. Oui, oui. Merci.